Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage qui sera essentiellement consacré à la célébration du mois de l'Europe. Il y a 70 ans, quelques États du vieux continent se mettaient ensemble pour bâtir un destin commun sur le soubassement de la solidarité. Cette valeur cardinale a été ancrée sur l'ensemble de l'Union européenne et les différents gouvernements s'en en sont appropriés. Aujourd'hui, le contexte de cette célébration du mois de l'Europe est particulier car abondamment marqué par la crise sanitaire mondiale du coronavirus. Une fois de plus, l'Union européenne a exprimé sa solidarité envers plusieurs peuples, dont ceux de la République du Congo. Pour comprendre l'élan de solidarité de l'Union européenne et analyser l'expression de la solidarité européenne, nous recevons M. Raoul Mateus Paula. Il est chef de la mission de l'Union européenne en République du Congo. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour et merci de me donner l'occasion d'échanger avec vous. Alors, monsieur l'ambassadeur, dites-nous un peu comment vous célébrez ce mois de l'Europe en plein déconfinement progressif à Brazzaville. Ça paraîtrait un peu moche, pas de fête, pas de manifestation, pas de champagne peut-être. Tout à fait. Donc c'est un mois de mai, une fête de l'Europe particulière, mais nous devons être responsables et nous devons bien entendu respecter les règles de barrière pour nous protéger, nous et les autres. Mais cela n'empêche, la preuve en est que nous sommes ici justement pour échanger et pour célébrer. Alors, monsieur l'ambassadeur, on va commencer par le début. Pour parler de vous, de nombreux Congolais vont vous découvrir sur les écrans de Vox TV tout le temps que nous allons passer ensemble à cette émission de décryptage. On dit de vous qu'il y a une saveur de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, je suis vraiment très honoré du fait que je suis né dans le continent africain. D'ailleurs, pas très loin du Congo, donc en Angola, donc à 2 pas d'ici. Et donc, on dit que le hasard fait bien les choses, puisque c'est mon 3e poste d'ambassadeur de l'Union européenne. J'ai eu l'honneur de servir pendant 5 ans au Niger, avant de venir au Congo, et avant, pendant 4 ans, au Cameroun. Donc, je saisis d'ailleurs l'occasion de remercier les Congolais pour l'accueil très chaleureux et de me dire à quel point donc, je suis heureux. Alors, on rappelait tout à l'heure qu'il y a 70 ans, quelques États européens commençaient à réfléchir sur la construction de l'Europe. Est-ce qu'on peut dire quelque chose, un petit briefing quand même sur ce qui est devenu aujourd'hui cet espace de solidarité? Oui, tout à fait. Donc, d'abord, l'histoire de l'Union européenne, donc de l'intégration de l'Union européenne, est un projet de paix. Donc, un continent où les pays, donc notamment la France et l'Allemagne, ont été ravagés par des guerres successives et ont décidé de mutualiser leurs ressources. À l'époque, le charbon et l'acier, et puis la mise en place d'un marché intérieur, le plus important au monde, 500 millions, avec des normes sociales, environnementales très élevées. Voilà, donc un projet qui a toujours avancé dans des périodes de crise, et le Covid-19 en est une crise brutale. Ça n'a pas raté donc, par rapport à ce que un des pères fondateurs, donc Jean Monnet, a dit, que l'Europe avance toujours dans des crises. Donc, il faut trouver dans les crises des opportunités de développement. Exactement. Et donc justement, donc, je voudrais mettre en relief l'initiative franco-allemande récente de mutualiser la dette. C'est un pas extrêmement important. Donc, pour relancer, puisque la crise est brutale, il y a une chute du PIB, c'est partout dans le monde, au Congo, en Afrique, mais l'Europe a été vraiment frappée de plein fouet. Eh bien, il va falloir relancer la machine. Et donc, c'est ça un peu les défis auxquels on va être confronté. Moi, je dirais, il y a 3 à 4, disons 4 grands défis. Donc, le premier lieu, c'est la relance budgétaire de la machine.
hein, de la machine économique. En deuxième lieu, donc, l'économie verte, la transition économique vers l'économie verte, et ça concerne aussi le Congo, qui est trop dépendant du pétrole. On aura l'occasion d'en parler. Et le digital, aussi la révolution digitale qui est extrêmement importante pour accompagner, et puis réaffirmer la souveraineté de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a la tentation aussi de chacun pour soi, et même des retours des nationalistes. Déjà, on a le Brexit. Il y a ces tentations de dire qu'un pays peut s'en sortir mieux que l'autre. Mais vous croyez à la solidarité Moi, je crois vraiment à la solidarité, parce que l'Union européenne, d'ailleurs, est un acteur global. Et donc est le premier partenaire en matière d'aide publique au développement. Donc l'Union européenne et ses États membres assurent plus de 50% donc, de l'aide publique au développement. Et c'est très important et je pense que ça doit être renforcé même à l'avenir. L'Union européenne est arrivée au Congo pratiquement à quelques années après son indépendance, 1963, 1965 peut-être, et depuis là, vous accompagnez le Congo dans son développement. Là aussi, la solidarité s'exprime bien avec les Congolais. Tout à fait. Donc l'Union européenne est présente tout de suite après l'indépendance et elle accompagne donc le Congo dans le cadre de l'Afrique, hein, donc des pays Afrique, Caraïbes et Pacifique, des accords de Cotonou. Donc il y a un partenariat qui permet après à l'Union européenne de s'aligner sur les priorités du pays pour donner des impulsions et aider donc le pays donc, et la société civile et les Congolais en l'occurrence à développer et à devenir un pays émergent. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre mot liminaire que justement parce qu'il y a la Covid-19 et que l'expression de la solidarité européenne est de plus en plus forte, parlons-en quand même. Donc il y a cette pandémie qui s'est déclenchée à travers le monde et qui fait de nombreux dégâts humains et qui touche vraiment l'économie. Comment l'Europe s'organise-t-elle pour donner une réponse face à cette pandémie? Alors, ici au Congo, ça s'est traduit, donc l'Union européenne a réagi donc, assez rapidement pour donner des réponses pour permettre donc, au gouvernement et au peuple congolais d'atténuer les souffrances. Parce qu'il y a des souffrances. Vous savez, ici au Congo, on a vu une chute brutale, comme ailleurs hein, dans le monde, de la croissance, du budget, des recettes, diminuant la marge de manœuvre, évidemment, de l'État, hein, qui est toujours trop dépendant donc, du pétrole. Alors, en premier lieu, par rapport au Covid, le premier type de réponse a été un montant, donc libérer un montant d'un 1 milliard de francs CFA en faveur de la Croix-Rouge française, qui était un des grands partenaires, qui travaille avec le ministère de la Santé pour s'aligner sur les priorités de prévention, risques épidémiologiques. Et à cela s'ajoute d'ailleurs, parce que vous savez qu'il y a le concept de Team Europe. Donc l'Union européenne et ses États membres, ici au Congo, en l'occurrence, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et les ambassades qui sont représentées à Kinshasa et à Luanda. Mais en l'occurrence, donc, il y a la France qui ajoute aussi, l'Agence française de développement, qui ajoute aussi un montant d'environ de 700 millions de francs CFA, aussi avec un effet multiplicateur par rapport à la Croix-Rouge. Donc déjà, le milliard que l'Union européenne a pu mobiliser au compte de la Croix-Rouge, c'est déjà disponible. Aujourd'hui, les actions sont déjà en train d'être... Elles se préparent, donc elles sont en train de se préparer, donc, ça va être rapidement opérationnel, hein, c'est sur le point d'être opérationnel. Alors, en deuxième lieu, il y a 1 milliard de francs CFA également libérés pour soutenir la filière du manioc. Très important, c'est un aliment de base par rapport à des populations et maintenant les chiffres sont criants hein, sur les problèmes et les risques de famine parce que cette crise est brutale, hein, les économies sont à l'arrêt, donc c'est très important et ça arrive à point nommé, donc ce montant est octroyé au PAM. Ceci est d'ailleurs un complément à la filière haricot
que l'Union européenne a financé et qui était un grand succès. J'ai eu l'occasion de visiter d'ailleurs, hein. J'étais à la Buenza et c'était extraordinaire. Donc les coopératives, les agriculteurs, et une production accrue avec la possibilité d'alimenter aussi les cantines scolaires, les enfants, donc un grand succès. Alors, je tiens quand même à préciser qu'à cela s'ajoutent les contributions sur le plan global. Donc l'Union européenne est un grand acteur global. Elle a libéré à peu près 154 milliards de francs CFA pour soutenir donc l'OMS, notamment avec 74 milliards de francs CFA pour soutenir l'OMS, et à préparer les plans de réponse, y compris ici au Congo, parce que l'OMS est à côté donc, du ministère de la Santé, accompagne donc, le ministère donc, dans la préparation des plans de réponse. À cela s'ajoutent 10 milliards de francs CFA à l'Institut de Dakar, Pasteur de Dakar, pour permettre justement donc, les tests, donc, les plans de réponse sur le plan sanitaire, etc., et auxquels donc, le Congo, bien entendu, est également bénéficiaire. L'industrie pharmaceutique, bon, nous préparons aussi un dispositif avec les États membres et notre agence ECHO, par rapport à une requête qui nous a été transmise par la ministre de la Santé, un matériel donc avec ce qu'on appelle un pont aérien pour permettre, donc, et nous essayons d'organiser, notamment avec la France qui sera dans le leadership pour qu'un avion puisse affréter donc, du matériel. Tout ça, c'est en préparation. Hein. Oui, justement, Monsieur l'ambassadeur, on va revenir un peu sur, on va revenir après sur l'initiative du PAM, donc le milliard qui va dans le compte du PAM. Mais parlons justement de ce dispositif du pont aérien que le Congo également va bénéficier. Aujourd'hui, les frontières sont fermées. Comment ça va se passer un peu ce dispositif du pont aérien où les États membres essaient de mettre en place? Voilà. Alors, en fait, c'est un dispositif qui fonctionne, donc qui est déjà opérationnel. Certains pays, comme la République centrafricaine, en ont déjà bénéficié. Donc, si vous voulez, donc c'est un mécanisme de crise central qui est géré par la Commission européenne, par ECHO, et qui reçoit des requêtes. Et puis, les États membres répondent à cette requête. Hein. Et puis la logistique, donc le transport aérien, etc., est organisé avec le leadership d'un État membre. Ici, ça peut être la France, par exemple, mais est financé entièrement par ce mécanisme communautaire. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et nous avons bon espoir, nous travaillons là-dessus pour répondre à ça. Alors, bien entendu, je voudrais aussi faire référence au Téléthon qui a été organisé par la Commission européenne et les leaders européens. J'ai vu qu'on est à 9,5 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent. Déjà mobilisé. Déjà mobilisé essentiellement, donc beaucoup par les pays européens, donc, qui étaient dans le leadership. Et ici, qu'est-ce qui est en jeu? C'est vraiment donner une réponse, notamment par rapport aux vaccins, de sorte qu'il soit universel et que tous les pays, et l'Afrique en particulier, puissent également en bénéficier d'un vaccin parce que c'est urgent. Donc, ce Téléthon permet de financer les recherches pour un vaccin, mais aussi de financer l'accès au vaccin pour les pays pauvres. Exactement. Exactement, parce que vous savez que la problématique des brevets, de l'industrie pharmaceutique, et même de certains pays qui ont eu la tentation de s'accaparer et de dire en priorité, et nous, notre position de l'Union européenne et notre présidente, Mme von der Leyen, a montré son leadership parce qu'elle s'est beaucoup engagée avec les chefs d'État, d'autres chefs d'État, donc pour y répondre. Voilà, donc ça c'est très important et je ne pourrais pas non plus oublier donc, le Fonds mondial de malaria, sida et tuberculose, qui est financé à plus de 50% par l'Union européenne et ses États membres. Oui, parce que là aussi, on dit qu'à cause de la Covid-19, ces maladies, donc le sida, la tuberculose, risquent de causer des graves pertes sur le continent si on y prend grave. Exactement. Moi, j'ai entendu hier des projections
assez terrifiante, qu'il y a à peu près plus de 700 000 personnes qui pourraient mourir du paludisme. C'est la maladie qui tue le plus. Et donc c'est extrêmement important que les centres de santé, les services de santé qui sont maintenant orientés vers le Covid ne négligent pas ces maladies. Donc ici au Congo, donc, le Fonds mondial, sur les 2 dernières années, a déboursé à peu près 18 milliards de francs CFA. On va revenir sur l'initiative du PAM qui va soutenir donc la culture de manioc, un aliment de base très consommé dans le pays. On comprend finalement que lorsque vous avez fait de l'urgence avec la Covid-19 en soutenant la Croix-Rouge, vous passez un peu au durable, donc le développement, ce qui va rester après. Donc on sert de charnière pour aller un peu après la Covid-19. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On parle de plus en plus aujourd'hui de la biodiversité, la protection de la biodiversité, les changements climatiques. Ça devient le nouveau vocabulaire mondial. Alors vous, au niveau de l'Union européenne, ici au Congo, quels sont vos axes de priorité? Quels sont vos engagements justement? Exactement. Donc alors, je peux commencer par justement l'environnement, qui est un axe stratégique d'intervention au Congo déjà maintenant et qui est appelé à être renforcé en cohérence avec le pacte vert de l'Union européenne et les priorités qui ont été définies. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc en matière de l'environnement, pour résumer, donc nous sommes présents avec l'initiative APV FLECT, donc gouvernance des forêts. Je veux dire, ça fonctionne très bien. L'objectif est d'aboutir à la traçabilité du bois pour permettre donc l'exploitation du bois conforme à l'environnement, donc environnement durable. Donc je pense qu'il y a eu des progrès substantiels, donc il y a déjà un logiciel qui est prêt, donc on avance bien. En deuxième lieu, moi je voudrais mettre en avant également le CAFI, qui est cette initiative pour les forêts d'Afrique centrale, pour lesquelles l'Union européenne est un contributeur très important avec d'autres pays, et les États membres de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, la Norvège et d'autres pays. Et ici, au Congo, donc, c'est sur les rails et l'objectif est de financer des projets de développement liés donc, à l'environnement durable. Et je rappelle aussi que vous mettez énormément d'argent pour soutenir, pour lutter contre le braconnage à travers les projets de Comifac et tout. Exactement. Donc nous avons les aires protégées et avec des parcs assez importants, donc, que j'ai eu l'occasion de visiter d'ailleurs. Donc et je suis très fier parce que donc, il y a une richesse, une biodiversité énorme, que ce soit Noabalé Doki, Ozala, et voilà, exactement. Donc tout ça, c'est je pense que c'est des axes qu'il faut renforcer encore parce que c'est une grande richesse aussi pour développer le tourisme, pour assurer un développement durable. Et il ne faut pas non plus oublier la pêche durable parce que nous avons fait le constat donc, des risques de surpêche. Et nous avons discuté avec le gouvernement, attiré donc Et là, c'est à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, et parce que l'Union européenne finance aussi un port de pêche artisanal, et donc il sera accompagné donc, de la gouvernance de la pêche, parce qu'il faut que la pêche soit durable. Sinon, c'est une richesse qui risque de disparaître. Et le danger est là. Tout ravager jusqu'au petit fretin. Voilà. Il faut garder et préserver les ressources. Voilà, donc ça c'est pour l'environnement. Maintenant, du point de vue économique, peut-être juste un mot. Oui, justement, peut-être du point de vue économique, on va revenir, parce que le Congo, on sait bien que l'Union européenne reste très solidaire vis-à-vis du Congo, mais le Congo a quand même une économie un peu dépendante de matières premières, et principalement le pétrole, où il tire l'essentiel de ses recettes budgétaires. Mais aujourd'hui, il y a une chute de toutes ces matières premières, et l'industrie les consommateurs aussi est à l'arrêt. Donc la Covid-19 est là, le Congo est doublement frappé. Mais puisque vous êtes là présente en tant qu'Union européenne pour accompagner le Congo dans ce processus de développement, quels sont vos axes où vous pensez qu'on peut
investir pour la diversification de l'économie, pour que ça ne soit pas un vain mot quand même. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et comme on a déjà eu l'occasion de le dire, toute crise est une opportunité. Donc vous savez que le Congo est sous programme FMI, avec un paquet de réformes, mais vraiment un problème majeur qui est la non-soutenabilité de la dette, en fait. Vous savez, il y a la dette à l'égard la dette extérieure, il y a la dette interne et la dette à l'égard des traders. Donc voilà, il y a eu un accord pour lequel il y a des difficultés liées au règlement parce que le FMI demande toujours que la dette soit soutenable. Donc, dans ce cadre-là. C'est des points de blocage. Pour le moment, c'est un peu des points de blocage, mais qui prévoient des réformes très importantes. Et je crois que ces réformes, maintenant, pour assurer la diversification de l'économie, sont d'une grande acuité, que ce soit en matière de transparence financière, de fluidité, de flux, de lutte contre la corruption, d'appui à la justice. Et justement, donc, l'Union européenne, en s'alignant sur les priorités du Congo, a déjà anticipé, puisque nos programmes déjà en cours ont déjà pour objectif de soutenir ces réformes. Je peux vous donner quelques exemples. Donc, il y a le programme de renforcement des capacités entrepreneuriales et commerciales, le PRCCE. Eh bien, il y a un volet d'appui aux chambres de commerce, Pointe-Noire, Brazzaville, pour donc appuyer donc les entreprises, guider les entreprises, notamment en matière d'arbitrage. Donc, le climat des affaires. Donc le Congo n'est pas bien coté donc dans Doing Business par la Banque mondiale. Donc il faut faire des progrès et je pense qu'il y a la volonté de le faire. Bon, mais maintenant, je crois qu'il faut que ça se traduise dans des actes concrets pour attirer des investissements. Il y a également donc l'appui à la diversification économique agriculture, donc notamment la filière maïs. L'aviculture. Donc, bon, vous savez, même Son Excellence le Président de la République, dans son discours, avait fait écho au panier de la ménagère, donc des poulets importés. Et tout je fais le même constat parce que je préfère le poulet sur place que le poulet importé. Donc, il y a toutes les capacités. Donc, si on développe la filière maïs, avec des chaînes de valeur, on soutient l'aviculture, on soutient aussi l'industrie de la bière et la sécurité alimentaire aussi, parce que c'est un aliment de base aussi. Donc voilà, le bois, les fruits, les légumes, tout ça, c'est des filières qu'on va soutenir avec un impact on estime à 4500 personnes donc, qui pourraient bénéficier donc, de ces projets. C'est des petits projets qui vont être mis en place de soutien à ces filières. Voilà, ça complète le manioc aussi, dont on a déjà parlé, et le haricot. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Peut-être la Banque européenne d'investissement aussi. Je suis très heureux parce que ça faisait pas mal de temps qu'ils n'étaient pas venus au Congo. Ils sont venus, donc il y a une visite récente qui était très fructueuse pour le partenariat. Et par exemple, il y a un montant de 50 millions d'euros qui est prévu pour soutenir le secteur privé, par le biais de la BDEAC, donc la Banque de développement de l'Afrique centrale. Donc ça, c'est très bien. Et aussi une facilité régionale par le biais de la Société Générale pour financer aussi les entreprises donc avec un montant de 20 millions d'euros à peu près. Donc voilà, ça s'ajoute donc à cet effort de soutien au secteur privé, parce que c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de créativité ici au Congo. Les jeunes veulent créer des start-up, des entreprises, et les banques sont toujours un peu frileuses, donc elles ont peu du risque. Ça, c'est toujours une des difficultés auxquelles l'économie est confrontée. Donc il va falloir fluidifier, et je pense que là, ça me paraît des axes qui sont déjà là, mais qu'il faut encore renforcer à l'avenir. Monsieur l'ambassadeur,
peut-être un peu sans langue de bois, c'est le principe de l'émission, décryptage. Dans le cadre du dialogue permanent, est-ce que vous évoquez quand même ces genres de questions avec les autorités, c'est-à-dire parler de l'insoutenabilité de la dette, parler des réformes dans la transparence? Est-ce que vous évoquez quand même ces genres de questions? Tout à fait. Donc nous avons un dialogue politique et nous avons un dialogue très fructueux donc, avec les autorités, avec la société civile aussi, etc. Donc ça fait partie évidemment de notre mission. Hein. Parler de la dette là aussi? On parle aussi de la dette, on parle, et c'est des questions qu'on évoque. Moi, j'ai vraiment senti la volonté. On va peut-être revenir. Oui. Dans le cas du dialogue permanent, qu'en est-il de la suite des travaux de la route de Mindouli? Est-ce que vous discutez avec des autorités ou bien l'Union européenne a finalement abandonné le projet? Non, c'est beaucoup d'argent quand même. Disons que, bien sûr, que j'ai eu l'occasion d'en parler avec les autorités et dès mon arrivée, donc de tirer la sonnette d'alarme parce que l'Union européenne a engagé un montant assez important de 20 millions d'euros dans ce projet. Et puis malheureusement, il y a eu la crise dans le pool, il y a eu la crise financière et la contrepartie congolaise qui devrait suivre n'a pas suivi. J'ai reçu donc des assurances. Je crois qu'il faut accélérer parce que sinon ça risque de se dégrader. C'est en train de se dégrader d'ailleurs, hein, les travaux qui ont été faits. J'ai bon espoir que cet investissement soit encore mis à profit. Ça ne sera pas perdu. J'ai bon espoir, mais bon, la balle est dans le camp évidemment du gouvernement congolais. L'une des missions aussi de la BEI qui voudrait digitaliser un peu la gouvernance ici, dans le cadre des réformes qui sont déjà engagées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Bien sûr. Alors la BEI qui est venue a fait une visite, une mission très fructueuse, donc ici au Congo. Ils ont été reçus par le Premier ministre, par les autorités, les différents ministres et membres du gouvernement. Et ça, c'est vraiment un des axes pour lequel de coopération, qu'à mon avis, vont être très fructueux. Parce qu'il y a une assistance technique qui a été décidée et qui va se mettre en place prochainement. Et il y a 3 axes qui ont été... après, il faut évidemment chercher les financements pour les mettre en œuvre. Il y a la gouvernance, la e-gouvernance, très important. Parce que ça, c'est toutes les chaînes du gouvernement, des transactions financières, et ça. Donc, c'est un pas très important en faveur de la transparence des transactions, etc. Il y a le ralliement à un câble sous-marin, est aussi indispensable. On a vu les pannes qu'on a eues ici avec la fibre optique, etc. Donc, c'est un investissement très important. Et donc, ça fera partie aussi de l'assistance technique des études de faisabilité. Et aussi le soutien à un centre de données à Pointe-Noire, Database. Donc ça, c'est les 3 grands axes qui ont été définis et j'espère qu'on va progresser. Après si les études et si les conditions sont réunies, je pense que, vu que c'est une priorité pour l'Union européenne, je suis optimiste sur les financements parce que après, on travaille beaucoup avec des cofinancements, aussi avec la Banque mondiale, avec la BAD, la BEI, l'État congolais, évidemment. Donc, je pense qu'il y a des pistes très intéressantes. Vous avez parlé des start-up, et c'est un secteur assez important. Quelle est la place de la jeunesse dans tout ce paquet de financement? Est-ce que vous avez une place particulière réservée à la jeunesse? Oui, alors la jeunesse, donc les jeunes, je vois que c'est extrêmement important. Donc, d'abord, dans ces mécanismes, parce que le développement ne peut pas être uniquement par l'État, ni par l'aide publique au développement. Donc, c'est les investissements privés qu'il faut attirer. Donc, si on travaille sur l'environnement des affaires pour améliorer les conditions, pour améliorer les investissements, bien sûr que ça va donner des opportunités aux jeunes. Si on assure, met en place des mécanismes de financement de l'économie, comme ceux dont je vous ai mentionné, bien sûr que ça va donner des opportunités aux jeunes pour ouvrir leur business, pour ouvrir leur start-up, etc. Donc ça, c'est vraiment très important et ça complète les grands investissements structurants. Aussi, donc, permettez-moi de mentionner aussi le projet
donc le dispositif d'Erasmus Mundus. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait le constat que c'était un dispositif qui était très mal connu au Congo, alors que j'ai servi aussi comme ambassadeur, comme je l'ai dit, par exemple au Cameroun, où les Camerounais en profitaient bien davantage, parce que c'est un dispositif qui fonctionne par appel à proposition. Donc il faut présenter des projets et qui donne la possibilité donc aux jeunes, master, mobilité de jeunes, d'étudiants, mais aussi aux universités, aux centres de recherche, aux écoles professionnelles. Et je pense qu'il est trop tôt encore, puisqu'on va voir, on va évaluer les résultats du prochain appel à proposition. Mais je pense aussi que ça a permis aussi aux universités, à l'université Mariane Ngouabi, donc publique, mais aussi aux universités privées, qui sont très dynamiques. Hein. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec les universités à Pointe-Noire, ici à Brazzaville, et il y a là des potentialités énormes, parce que vous savez, c'est une priorité politique, et pour l'Union européenne et pour l'Afrique. Au dernier sommet des chefs d'État, en novembre 2017, à Abidjan, les chefs d'État Europe-Afrique ont tous décidé qu'il faut travailler plus sur ça. Et ils ont décidé que ce budget, la fenêtre Afrique de ce programme Erasmus+, va être multiplié par 6 ou 7. Donc, dans le nouveau paquet budgétaire qui va être négocié maintenant, pour les prochaines 7 ans, hein, donc de 2020 à 2027, une priorité très importante sera mise dans ce programme. Tout à fait. Et voilà. Espérons que la Covid-19 ne va pas tout annihiler, connaissant la solidarité légendaire de l'Union européenne. Monsieur l'ambassadeur, on va arriver à la fin de cette émission et nous souhaiterions un peu avoir justement un peu votre propre regard, votre propre résumé de tout ce que vous faites au Congo. C'est vrai qu'on sait que vous ne vous substituez pas au gouvernement, mais dans tout ce que vous faites au Congo, est-ce que vous-même vous avez bon espoir? Oui, j'ai bon espoir parce que je trouve que le Congo est un pays qui a beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources, que ce soit des ressources naturelles, évidemment, et je vois que des ressources humaines, donc des gens bien formés. Les Congolais ont beaucoup de créativité et je pense qu'ils vont prendre leur destin en main. Et c'est vraiment important aussi, et ça c'est un des plaidoyers de l'Union européenne aussi et de ses États membres dans les instances internationales, au G20, au FMI, Banque mondiale, où nous sommes présents. Donc il faudrait travailler davantage sur le moratoire de la dette, voire l'effacement de la dette. Nous faisons le plaidoyer pour que la dette soit effacée aussi, parce que si les réformes sont faites en matière de transparence pour éviter de retrouver des situations d'endettement comme on a eu maintenant, et un meilleur contrôle, une maîtrise des finances publiques, mais je crois qu'il faudrait vraiment donner des marges budgétaires pour que le pays puisse se développer, pour soutenir les grands axes. Donc moi, je suis très optimiste. Monsieur l'ambassadeur, en vous souhaitant bon mois de l'Europe, et nous estimons que vous allez continuer dans cet élan de solidarité que l'Union européenne a toujours fait montre au Congo. Et nous remercions fidèles téléspectateurs. Nous vous rappelons que nous recevons Monsieur Raoul Mateus Paula. Il est ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo. Nous avons parlé de la célébration du mois de l'Europe ici en terre congolaise et dans le reste du monde. Merci et à la prochaine occasion.